Chers amis auditeurs et auditrices, je fais comme Macron maintenant, moi je trouve que c'est bien, c'est à la mode, de Radio Courtoisie, bonsoir. C'est vrai, zut, bon tant pis. Bonne et joyeuse année combative, c'est ça qui nous maintient en forme et il y a de quoi faire. Alors ce soir, nous allons parler de politique internationale et avant que mon premier invité, François Martin, ici présent, vous parle guerre, mouvement des plaques tectoniques, des équilibres internationaux, etc., etc., je vais partager avec vous ce qui fait ma joie. Je vais fortement déplaire à ceux pour qui tout ce que fait l'Amérique en général est nul, souverainistes de droite par exemple, et ceux pour qui tout ce que fait en particulier Donald Trump est nul, les divers gauches et le centre mou. Ce soir, je vais vous parler de ses vœux qu'il a fait non pas le 1er janvier, mais comme tout bon chrétien, à Noël. Et donc, ces vœux de Donald Trump aux Américains pour Noël sont tellement extraordinaires quand on pense aux vœux absents carrément à Noël, ou compassés au nouvel an de nos politiques. Je ne vise personne, évidemment, mais enfin, peut-être certains ont-ils écouté les vœux de notre président qui étaient d'une tristesse. Bon, alors écoutons. J'ai traduit, bien sûr. J'espère que j'ai bien traduit. Il y aura sûrement des auditeurs pour me dire que j'ai pas bien traduit, mais bon. Joyeux Noël à tous, même à la gauche radicale qui fait tout ce qu'elle peut pour détruire notre pays, mais qui n'y arrivera pas. Nous n'avons plus de frontières ouvertes, nous n'avons plus d'hommes jouant dans les équipes féminines, nous n'avons plus de transgenrisme pour tous, nous n'avons plus de lois non respectées. Ce que nous avons, c'est un record commercial, c'est le nombre de crimes qui a baissé depuis des dizaines d'années, c'est beau, c'est plus d'inflation, ce sont des trillions de dollars de croissance et de prospérité. Avec nos tarifs, c'est la sécurité nationale la plus forte que nous ne l'ayons jamais eue. Nous sommes respectés à nouveau, peut-être comme jamais auparavant. Que Dieu bénisse l'Amérique, président Donald Trump. Alors, je suis sûr que mon voisin est un peu choqué que je cite ses vœux, mais ils m'ont vraiment frappé. Ah, mais je ne suis pas du tout choqué. Je pense qu'un jour, il y aura une série d'émissions de films télévision sur Trump. Trump 1, Trump 2, Trump 3, la vie de Trump, le fils de Trump... C'est un personnage, à la fois un personnage de cinéma et un personnage de roman. C'est un type absolument extraordinaire. Si vous permettez, je vais vous citer un édito du 19 janvier 2017 que j'ai fait donc à la veille de l'investiture de Donald Trump pour son premier mandat. Je trouve qu'au vu de ce qui s'est passé depuis, j'avais vu juste. Il faut bien que je me fasse mousser un petit peu, hein, pas seulement mes invités. Donc, je cite, nous sommes le 19 janvier 2017 à J-1 d'un événement international considérable, la prise de fonction de l'empereur de Rome. Je veux dire l'investiture du président des États-Unis d'Amérique. Notre vieille colonie européenne a choisi un WASP, un redneck, bref, un Européen blanc et républicain, self-made man à la gâchette verbale facile, qui rappelle les belles heures de la conquête de l'Ouest, en contraste total avec son prédécesseur, qui, lui, élégant et mince, défendait plutôt le tiers-monde. Enfin, en tout cas, devait le défendre. L'affrontement est direct entre une presse hostile, des acteurs-réalisateurs engagés comme Michael Moore, des chanteurs ou autres vedettes d'Hollywood qui, comme au temps de Gene Seberg décrite par Romain Gary dans Chien Blanc, sont du côté des Noirs, des Latinos, des gays et de manière générale de toute population présumée persécutée, Donald étant présumé être le persécuteur, évidemment. Céline Dion ne viendra pas, oh mon Dieu. Un tas d'autres personnalités absolument inconnues des Français ne viendront pas, inutile de les nommer. Mais parlons de celui que la presse a oublié et que nous connaissons bien, car chacun de ses films depuis Million Dollar Baby connaît un immense succès, Clint Eastwood. Lui soutient Donald et on les imagine bien tous les deux planqués au coin du ranch, attendant de pied ferme, pétoire en main, la bande rivale sur fond musical de « Il était une fois dans l'Ouest ». Le dernier film de Clint Eastwood, Sally, donc c'était en 2017, je rappelle, Sally nous éclaire sur ses motivations réelles. Dans le film, un pilote évite le crash d'un avion et donc la mort de 80 personnes. Cependant, il se voit sur le point d'être condamné sur la bonne foi de rapports d'experts qui ont fait des simulations et déclarent qu'il aurait eu le temps d'atteindre un aéroport au lieu de se poser sur l'eau.
ce qui a sauvé les passagers, mais détruit l'appareil aux grandes dames de la compagnie, décidée grâce au rapport d'experts à lui imputer le dommage. Il réussira à prouver à la barre que les experts ont oublié l'élément humain, le doute légitime sur la bonne solution à adopter face à une situation inédite de moteur grillé. Ce doute rajoute quelques secondes au timing des experts. La simulation refaite devant la cour en tenant compte de ces secondes incompressibles de prise de décision du cerveau humain aboutit à la conclusion qu'il n'aurait pas eu le temps d'atteindre l'aéroport et qu'avion et passagers auraient péri dans un inévitable crash. La victoire de Donald Trump, un peu comme celle de Farage lors du Brexit, qui s'est empressé d'aller présenter ses félicitations à Trump, a ce sens-là. Celui d'une victoire de l'humain contre le technocratique, de l'héroïsme individuel contre les calculs froids des techniciens, de la prise en compte de l'émotion, de la peur, du doute et de l'amour pour ses citoyens face aux conclusions de l'intelligence artificielle des robots. Make America Great Again, ce n'est pas un programme, c'est un cri. Voilà, ça c'était ce que j'écrivais en 2017. Alors pour aujourd'hui, je vais juste lancer un petit peu les débats en rappelant qu'on vit dans un monde étrange. Il y a des gens qui disparaissent, Éric Densey, donc sont interdits de bouger. Certains par l'UE, le français Xavier Moreau, qu'on connaît bien ici, qui est intervenu plusieurs fois, le Suisse Jacques Beau, dont un ami vient de m'envoyer le livre que je lirai évidemment plus tard, et qui s'appelle Guerre secrète de Jacques Beau, donc, qui lui est suisse et qui se trouve embêté parce qu'il est à Bruxelles. Éric Densey, lui, a pu rentrer chez lui. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais... Pas Éric est mort, c'est Xavier. Xavier Moreau. Xavier habite en Russie. Désolé. Xavier Moreau a pu rentrer chez lui, d'après ce que j'ai compris. Il était en Russie, il n'a pas quitté. Oui, mais je croyais que sa famille était en France. Bon, bref. Non, sa famille est en Russie. Il a une partie de sa famille, je pense. J'ai cru qu'il ses parents sont en France, mais sa femme et ses enfants sont en Russie. Oui. En tout cas, le malheureux Jacques Beau, lui, est plus ou moins coincé à Bruxelles et ne peut pas rentrer en Suisse. Alors, bien sûr, ce sont certainement de très, très vilains espions, très, très tout. Sinon, on n'aurait pas pu les arrêter, bien sûr, n'est-ce pas, mon cher François Martin. D'autre part, les États-Unis... dont notre ex-PDG de la Poste, lui, a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire américain. Et un autre Européen, oulala, c'est le froid, un autre Européen qui, lui, en revanche, alors... Je crois qu'il est le seul pour le moment à avoir porté plainte devant un tribunal de Washington pour le fait d'être interdit d'entrée. Bon, comme si tout à coup, sur des prétextes divers, toutes nos libertés d'aller et venir, de penser, étaient devenues insupportables. De fait, elles le sont si on est en guerre. Or, on est en guerre, une guerre incroyable et inattendue il y a encore 20 ans. Celle de la civilisation, avec une nouvelle barbarie, celle qui veut réveiller les gens pour mieux la détruire. C'est pourquoi l'interprétation des fausses nouvelles, on va essayer de ne pas le dire en anglais pour une fois, interprétation des fausses nouvelles est si difficile à faire, car ceux qui les font accusent les autres de les faire, et réciproquement. Concernant la guerre en Ukraine, dont nous dirons évidemment un mot tout à l'heure, c'est très difficile à interpréter. De même génération est forgée dans l'anticommunisme, si on peut dire, Trump et Poutine, parce qu'il était évidemment communiste, mais il a aidé le maire de Saint-Pétersbourg à se dégager du communisme. Tout le monde a l'air de l'oublier, mais enfin, il faut tout le temps quand même, il faut dire les choses. Ils ont les mêmes idées sur ce que doit être notre civilisation, cette civilisation chrétienne qui a forgé la vieille Europe, Russie comprise, et son pseudopode, l'Amérique. Donc leur opposition dans le conflit ukrainien, on en reparlera tout à l'heure, OTAN, USA, UE contre Russie, Corée, Chine, en quelque sorte, a un arrière-fond d'entente qui ne peut pas être ignoré. D'autant que par ailleurs, ils sont d'accord sur au moins un point, les wokistes du Deep State et de l'UE sont infréquentables. Voilà, en quelque sorte, le mot d'infréquentable est peut-être le plus attribué. Alors, dans cette émission, donc, qui a pour ambition non seulement de vous tenir la tête hors de l'eau, mais de vous apprendre des choses de temps en temps sur la terrible politique française à laquelle on ne comprend plus rien, surtout si on n'a pas lu mon ouvrage « La France, Colin Maillard », que je vous recommande fortement et qui explique
tout ça. Pourquoi c'est comme ça? Alors aujourd'hui, on n'est pas dans la politique nationale, on est dans la politique internationale. Et donc, j'ai invité, je suis ravie qu'il ait accepté de venir pour la 3e fois, je crois, dans mon émission, Tout à fait. François Martin, qui a cette spécificité de n'avoir pas vraiment étudié les relations internationales en chambre entre 18 et 22 ans, mais qui a parcouru le monde et comme son intelligence est vive et son désir de combattre permanent, eh bien, il a écrit de nombreux ouvrages, Le temps des fractures, par exemple, chez Jean-Cyril Godefroy. C'est ça. C'est ça. L'Ukraine, un basculement du monde d'abord. C'est vrai. Mais Ensuite, Le temps des fractures. J'allais en marche arrière. Et le 3e qui va sortir fin de ce mois ou début février. Et qui s'appelle comment? La France dans le chaos du monde. Ah, très bien. On revient un peu vers la France. On aurait pu appeler d'ailleurs le chaos de la France dans le chaos du monde. C'était valable aussi. Oui. Alors, donc, effectivement, je les prenais à l'envers, mais c'est pas grave. L'Ukraine et le basculement du monde, dans lequel vous écrivez, une fois écartée l'explication manichéenne issue des agences de com américaines et répandue dans toute la presse occidentale, d'un conflit où l'agression des gentils Ukrainiens se fait par les méchants Russes en mal de territoire. Plusieurs lectures sont possibles de cette guerre, donc on en reparlera, mais on en reparlera tout à l'heure parce que mon second invité, Michel Segal, que certains d'entre vous, s'ils sont fidèles depuis longtemps à cette émission, ont entendu, car je l'avais invité pour ses livres sur l'école. C'est un mathématicien qui a voulu enseigner les mathématiques et qui a trouvé cela particulièrement difficile en France. C'est pourquoi il a écrit ses livres sur l'école française, ses violences, etc. Mais il y a déjà longtemps, donc c'était un précurseur à l'époque. Eh bien, il est parti. Il est parti à Hong Kong. Alors, je pense qu'il nous en dira 2 mots tout à l'heure. Nous l'aurons tout à l'heure à 15h au téléphone, enfin, pas au téléphone d'ailleurs, en visio. Il a vu là ce qu'était un mécanisme extraordinairement efficace d'apprentissage à Hong Kong. Et puis, peut-être qu'il nous dira pourquoi, peut-être que c'était fatigant à la longue, et du coup, il est parti en Afrique, où là, il y a peut-être plus de danse et de chant à l'école, et il nous racontera ça. En tout cas, c'est ce qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Donc, il partage avec mon premier invité, François Martin, le fait que, eh bien, il a étudié les maths et non pas les relations internationales, mais que, en voyageant, eh bien, il a exercé son esprit critique sur le monde, et il a écrit lui aussi un livre sur l'Ukraine qui date d'avant. Attendez, où est-ce que c'est? Où j'ai mis la date? En 2014, c'est ça. Dès 2014, en fait, il a fait un livre sur ce qui s'est passé entre le 13 novembre 2013 et le, je sais plus quoi, septembre 2014. Donc, tous l'affaire de Maïdan et tout ça. Donc, il nous en parlera tout à l'heure. Alors, par quoi allons-nous commencer? Je crois que les auditeurs ont envie de savoir ce qui se passe avec Maduro. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc... En plus, ce qui se passe au Venezuela, à mon avis, est véritablement le point de démarrage d'une nouvelle situation mondiale totalement différente. Et je vais expliquer pourquoi. C'est véritablement... D'abord, moi j'avais dit depuis plusieurs mois qu'on ne parlait que de l'Ukraine et du Moyen-Orient, mais pas du Venezuela, alors que le point principal de la politique mondiale me semblait être le Venezuela. Pour une raison simple, c'est que pour les États-Unis, la guerre d'Ukraine est une guerre coloniale, puisqu'il s'agit d'embêter leurs adversaires qui sont loin de leur base, et la guerre du Moyen-Orient, qui est en fait une guerre contre l'Iran, est également d'une certaine façon une guerre coloniale, parce que ça consiste à aller embêter les Chinois et les Russes loin des bases américaines, alors que l'affaire du Venezuela est une affaire qui n'est pas coloniale pour les Américains, mais qui est une affaire de proximité, est une affaire qu'on appelle existentielle, juste en face de chez eux. Donc, il est clair que pour Trump, c'était infiniment plus sensible de traiter l'affaire vénézuélienne avec le risque que ce pays se pourrisse, durcisse et demain soit rempli de
de missiles qui puissent toucher les États-Unis, en particulier les Oreshnik hypersoniques. Donc, il était important de traiter... C'est quoi les Oreshnik? Parce qu'on n'est pas très... Enfin, moi, il y a plus... Les Américains, les Russes ont un avantage sur les Américains qui est rédhibitoire et sur l'ensemble des Européens, c'est qu'ils ont des missiles qui sont hypersoniques. Donc, dont ce qu'on appelle l'Oreshnik, ça veut dire le noisetier. Ils en ont plusieurs, mais l'Oreshnik est un de ceux qui est le plus connu. Et c'est inarrêtable. Donc, en cas de guerre nucléaire, les Russes seront peut-être morts, mais les Américains seront certainement morts. C'est ça la différence. Oui. Donc, en fait, Poutine a annoncé qu'il maîtrisait la technique de l'hypersonique, qui est une technique tout à fait particulière, qui a été inventée par un Français, qui s'appelle le professeur Petit, mais que les Français n'ont pas voulu développer. Donc, ils l'ont envoyé balader. Je crois qu'ils lui ont offert 10 000 euros pour développer ses recherches. Il est allé voir les Russes, qui ont dit qu'ils étaient très intéressés. Et quelques années après, en 2019, Poutine a annoncé qu'il maîtrisait la technologie. Et c'est tout à fait fondamental de comprendre ça, parce que ça veut dire que si on monte aux extrêmes, il y a un des deux qui est sûr de tuer l'autre. Donc, ça veut dire que on ne montera jamais aux extrêmes dans ces conditions. Alors, les Chinois maîtrisent cette technologie. Les Iraniens la maîtrisent aussi, probablement parce qu'ils ont été aidés par les Russes. Mais les Occidentaux, aussi bien les Européens que les Américains, ne la maîtrisent pas. Donc, ils ont un retard sur le plan technologique militaire qui est absolument fondamental. Alors évidemment, aujourd'hui, tout le monde s'est lancé dans la course à l'hypersonique pour essayer de rattraper le retard, mais je pense pour ma part que le jour où les Américains annonceront qu'ils disposent de l'hypersonique, et c'est peut-être déjà le cas, les Russes eux-mêmes auront la possibilité de tirer des missiles non pas à Mach 10 mais à Mach 15 ou à Mach 20, c'est-à-dire vont garder leur avance. Donc ça, c'est un élément qu'il faut véritablement avoir en tête si on veut comprendre le rapport de force entre ce que j'appelle le Sud global et le Nord global. Voilà, c'est donc ça. Si je comprends bien, c'est plus grave que l'affaire de Cuba, potentiellement. C'est beaucoup plus grave, beaucoup plus grave potentiellement, d'autant que le Venezuela est un pays qui fait 1,7 million de kilomètres. Donc, la France fait 550 000 km². Le Venezuela fait 2 ou 3 fois la France. Enfin, donc, et il y a des réserves d'hydrocarbures. Et des réserves d'hydrocarbures qui ne sont pas si importantes que ce qu'on veut bien dire, mais on va y revenir. C'est largement surfait. Donc, je pense que le problème... parce que partout, on lit qu'ils ont des réserves plus importantes que celles du Moyen-Orient. C'est vrai, mais ce n'est pas le même pétrole. Ah. C'est un pétrole très difficile à exploiter. Un petit mot pour que les gens comprennent. En fait, dans le pétrole, ce qui est important, ce n'est pas le pétrole, c'est le sous-produit de l'essence. Combien on peut faire d'essence avec ça ? Parce que c'est ça qui sert à faire fonctionner la machine économique, les voitures, etc., etc. Le reste, c'est du bitume. Et dans le pétrole léger, qui est celui d'Arabie Saoudite ou celui de l'Iran, on tire 45% d'essence dedans, de sous-produits. Alors que dans le pétrole vénézuélien, on tire 10 à 15%. Ah oui, donc en fait, c'est pas du pétrole. On pourrait dire, il faudrait pas employer le mot pétrole. C'est véritablement un autre produit. C'est du bitume, en fait, en réalité. Alors ça intéresse les pays qui ont besoin de beaucoup de bitume, en particulier les Chinois qui sont encore dans une phase de développement de leurs infrastructures, de leurs routes, etc., etc. Mais ça intéresse beaucoup moins d'autres pays qui ont des infrastructures qui sont déjà construites, faites, etc. Donc, il intéresse les Chinois, mais ce n'est pas une matière stratégique. Et par ailleurs, pour terminer la discussion là-dessus, le montant des réserves qui sont annoncées sont celles qui ont été annoncées par le Venezuela. Et le Venezuela, qui est membre de l'OPEP, on pense qu'il a eu envie ou intérêt à gonfler ses réserves, parce que lorsqu'on donne des quotas supplémentaires, lorsque l'OPEP dit bon, vous avez des quotas supplémentaires parce que le prix du pétrole n'est pas trop bas, à ce moment-là, celui qui a le plus de quotas, c'est celui qui a le plus de réserves, forcément.
parce qu'il dit, moi j'ai des réserves énormes, donc il me faut un quota plus important que les autres. Donc il a eu intérêt au cours de son histoire à bluffer et à augmenter ses réserves. Mais en vérité, si on regarde cette question des sous-produits, qui est la véritable raison, et le fait qu'il ne vient pas en concurrence avec le reste du pétrole, par ailleurs, comme je l'ai expliqué, son importance est beaucoup moins grande que celle que l'on veut bien dire. Et par ailleurs, dernier point, c'est aussi un pétrole qui est très corrosif et qui est cher à exploiter parce que comme il est très visqueux, il n'est pas transportable. Donc pour pouvoir le transporter dans des pipelines, il faut le mélanger à du pétrole léger pour le rendre moins visqueux. Donc il est casse-pied, il a un usage limité, il est plus cher à exploiter et il est très corrosif, ce qui oblige à modifier et à réparer les installations beaucoup plus souvent que les autres, parce qu'il abîme les installations, ce que Maduro n'a pas fait dans le passé. Oui. Voilà. Donc, quand Trump dit ce n'est pas le pétrole qui nous motive, c'est vrai. Je pense que ce qui motive Trump en particulier dans cette affaire, et après on reviendra sur l'affaire elle-même parce qu'elle est très intéressante. Je vous pose une question quand même, oui. Parce que vous connaissez tout ça, mais par exemple nos auditeurs ne savent peut-être pas quel est le passé du Venezuela. Pourquoi est-ce qu'il a pris langue avec les ennemis de l'Amérique, que ce soit... Bon, d'abord, le Venezuela est sous l'aura de Simon Bolivar, qui est le libérateur de l'Amérique du Sud. Donc déjà, s'il y a un pays qui doit considérer qu'il est le plus résistant anti-colonisateur, c'est le Venezuela. Et de fait, les tentatives pour renverser le gouvernement du Venezuela ont été multiples et aucune d'entre elles n'a réussi, pas plus la dernière d'ailleurs, parce que Trump n'a pas renversé le gouvernement, pas du tout. Mais dans mon souvenir, le Venezuela était un endroit où beaucoup de gens allaient parce qu'ils y faisaient fortune. Ça a été un pays très, très accueillant et très riche. C'était un pays riche. Mais c'était quand ça? Alors, moi, j'étais au Venezuela parce que je me suis occupé dans ma vie professionnelle. J'étais chargé dans une des entreprises dans laquelle j'ai travaillé entre 88 et 92. Et j'ai fait tous les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique latine, y compris le Mexique, y compris le Venezuela, y compris Cuba, où j'ai été de très nombreuses fois et que je connais très bien. Donc je connais bien le Venezuela, la Colombie. Le Venezuela était riche, 88, non? 88, 92, tout à fait. Même jusqu'en 2000 d'ailleurs, les capacités... Parce que beaucoup d'Italiens sont partis là-bas. Voilà, les capacités de production du Venezuela étaient de l'ordre de plusieurs millions de barils par jour. Et aujourd'hui, je crois qu'ils n'atteignent même pas 1 million de barils par jour. Ils sont à 800 000 barils par jour. Donc ils ont laissé complètement tomber leurs exploitations, malgré les millions, les milliards que les Chinois leur ont donnés à Maduro pour refaire partir les installations, etc. etc. Alors attendez, entre 90 et maintenant, il s'est passé quand même 30 ans. Jusqu'en 2000, je crois que la production... C'est à partir de Maduro, si j'ai bien compris, que la production a commencé à être... et d'où il sort et comment a-t-il pu être élu, celui-là? Il n'a pas été élu, il est élu après, mais il a été désigné par Chavez. Alors, il faut bien voir que le grand homme, en fait, de l'époque moderne, c'est pas Maduro, c'est Chavez. Bon. Et Chavez est entouré... Le copain de Mélenchon. Le grand copain de Mélenchon, et Chavez est entouré d'une garde politique, dont celle qui est devenue présidente aujourd'hui, qui était à l'époque ministre des Finances et ministre du Pétrole. On verra que c'est important, ça. Et il est mort à 56 ans d'un cancer. Et à ce moment-là, il a désigné Maduro. Et je crois qu'il a désigné un peu un factotum à l'époque pour le laisser sous la coupe de la clique de chavistes, qui étaient ceux qui tenaient véritablement le pays. Et Maduro n'a pas été très apprécié et n'est probablement pas encore apprécié pour différentes raisons que je vais expliquer, ni de la population en général, ni de la garde, de la clique politique qui est autour. Alors, il faut pour ça que je fasse un petit aparté pour expliquer comment fonctionne ce genre de régime, parce qu'il y a quelque chose qui est très important à comprendre, et je pense que notre ami qui est le professeur qui est en Guinée, Michel, va comprendre exactement ce dont je parle, lui qui connaît très bien l'Afrique. Alors,
ces pays vivent essentiellement, enfin la clique qui dirige ce pays, c'est vrai au Venezuela, c'est vrai à Cuba où je suis retourné il y a 3 ans d'une façon magistrale, c'était vrai au Nigeria lorsque j'allais au Nigeria dans les années, fin des années 70, c'était vrai en Angola, c'est vrai partout, c'était vrai en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, etc. Tout fonctionne sur la différence entre le cours officiel de la monnaie et le cours réel de la monnaie qui est le cours au marché Ah, je noir. ne m'attendais pas à cette explication, oui. Voilà, c'est ça. Alors, par exemple, je prends un exemple. Le bolivar, je ne sais pas quelle est la valeur au marché noir du bolivar, mais supposons qu'avec l'inflation, le bolivar au marché noir vaut 100 bolivars pour $1, ou mettons 1000 bolivars pour $1. Et supposons, c'était le cas au Nigeria à l'époque avec le Naira, qu'ils valent, par exemple, 1 bolivar pour $1 au taux officiel. Ah oui, en effet, C'est-à-dire que si vous êtes assez proche du pouvoir, et que vous avez des devises, vous avez accès aux devises officielles, à condition de faire suffisamment de cadeaux à suffisamment de monde, vous avez des devises qui sont subventionnées 10 fois, 100 fois ou 1000 fois. C'est-à-dire qu'au lieu de donner 1000 bolivars pour avoir $1, il suffit que vous donniez 1 bolivar pour avoir $1. C'est qu'il vous donne un avantage absolument ahurissant. Alors, pour que vous puissiez faire ça, il faut que le pays lui-même dispose de devises fortes. Et pour ça, il faut qu'il ait donc une marchandise qu'il exporte à qui mieux mieux, et surtout qu'il ne produit rien d'autre, de façon à ce que tout le reste soit importé. Alors, c'est le cas du pétrole dans le cas du Nigeria, c'était le cas du pétrole. Les pays pétroliers, en général, fonctionnent comme ça. C'est le cas du sucre avec Cuba. Et quand vous avez fait ça, vous êtes assis sur un pactole qui est vos devises, et vous les vendez à un prix complètement donné aux grands commerçants, qui donc pillent la banque centrale, si je puis dire. Et avec ça, les commerçants vont acheter l'huile, la farine, le lait infantile, les canettes de bière, le savon, et les vendent dans des boutiques qui leur appartiennent, où vous avez des files de 200, 500 personnes qui viennent pour acheter un morceau de savon et un truc de lait en poudre, et vous faites la culbute 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Mais quand dit vous, c'est qui alors? Qui en Les- profite? la clique qui est au pouvoir, D'accord. qui est autour du pouvoir. C'est pour ça que, par exemple, pour ce qui est de Cuba, Fidel Castro est mort, mais celui qui gérait les affaires économiques, qui était son frère, qui s'appelait Raúl Castro, il est toujours là. Il est toujours là, c'est Je ne sais pas incroyable. quel âge il a, mais il est toujours là. Incroyable, Pourquoi? Parce que la clique qui est au pouvoir se rapproche. Et ça, les leaders, qui sont les leaders populistes, sont ceux qui tondent le plus le peuple. Alors, je vous raconte une petite histoire la dernière fois que j'étais à Cuba, parce que les types, ils sont dans la rue, et ils sont là avec leur paquet de pesos, et ils attendent de voir passer le touriste. Alors, ils disent, ah ben, ¿cómo estás, amigo? Moi, je parle espagnol puisque j'ai habité en Espagne. Ils viennent vous voir pour essayer de changer leur monnaie de singe pour avoir quelques dollars qui, eux, vont pas se déprécier à toute vitesse comme le reste. Donc, j'étais dans la rue avec ma femme, et il y a un type qui s'approche et qui dit, bueno, amigo, ¿cómo estás? Alors, moi, je lui dis, estoy muy bien. Mira, pero la crise. Il me dit, la crise. Alors, moi, je lui dis, pero amigo, non mais tomé, c'est le pelo. C'est-à-dire, ne me prends pas pour un con. Hein. La crise, tu sais bien que c'est pas la crise. Alors, il me dit, bueno, nuestro gobierno no se da muy bien. Notre gouvernement ne se débrouille pas très bien. Alors, moi, j'éclate. J'ai dit, pero amigo, ¿qué me cuentas? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est bien que c'est faux. Alors, il me dit, bueno. Ahora vamos a hablar la verdad. Son unos hijos de putas. Alors voilà, maintenant on va se dire la vérité. C'est des vrais fils de pute. Alors je lui dis, voilà, là on est d'accord, voilà. Là tu as dit la vérité parce qu'ils se font tondre par la clique qui est au pouvoir. Et je pense que c'est exactement la même chose au Venezuela. Je n'ai pas pu étudier le rapport entre le taux officiel de la monnaie et le taux officieux de la monnaie, mais c'est ça qui fait en fait. Et
on constate comme par hasard que la nouvelle présidente, celle qui a pris la place de Maduro, qu'est-ce qu'elle était avant d'être vice-présidente? Elle était ministre de l'économie et des finances et ministre du pétrole. Oui. Donc c'est elle qui avait la main sur la caisse. C'est ça la réalité. Donc si elle n'a pas bien géré, pourquoi la garder? Mais c'est pas qu'elle n'a pas bien géré, c'est que si elle était la ministre, elle était la chef de la redistribution. D'accord. Mais donc, Voilà. à votre avis, elle va diriger le pays ou bien il y a une autre solution qui serait quand même meilleure, sans doute? Alors, maintenant, il faut venir à l'opération elle-même. C'est des vraies oligarchies. Voilà, tout à fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça permet d'éclairer un peu, parce qu'il y a le dessus des cartes et le dessous des cartes. Et il faut regarder le film, et il faut regarder ce qu'il y a derrière le film. Et ce sont deux histoires totalement différentes, si ce n'est opposées. Ce que l'on voit extérieurement, c'est les braves soldats américains, la Delta Force, qui est arrivée sur place, qui a été cherché dans son lit, qui l'a réveillé, lui, sa femme, en pyjama, qui l'a mis dans l'avion, dans l'hélico, qui l'a emmené, etc., etc., sans qu'ils sont tellement forts qu'il n'y a pas un seul coup qui a été tiré. Et ils ont été exfiltrés de cette façon. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses, Catherine, qui sont étonnantes dans cette affaire. La première, c'est que le pays a été truffé de défense antiaérienne par les Russes, les systèmes S-300. D'autre part, ils ont distribué récemment l'équivalent russe de ce qu'on appelle les missiles Stinger, c'est-à-dire les missiles individuels qu'on tire à l'épaule, ceux-là même qui ont fait perdre aux Russes la guerre d'Afghanistan, parce que ce sont ceux qui sont les meilleures défenses contre les hélicoptères. Or, qu'est-ce qu'on a vu? Des films qui ont été faits par des gens qui ont entendu les bombardements la nuit du rapt, et qui filment, et on voit à la lumière de la Lune les hélicoptères américains qui sont en train de passer au-dessus de la ville. Alors qu'il y a 5000 Stinger ou équivalents russes qui ont été distribués, ils passent là au milieu, et en plus, une nuit de pleine lune. C'est-à-dire, ils choisissent une nuit de pleine lune, rien n'est tiré, donc c'est formidable pour un film, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là-dedans. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, ce qui circule chez les personnes qui sont bien informées, c'est le fait que ce ne sont pas les Américains qui l'ont attrapé, mais c'est l'armée qui a voulu se débarrasser de lui, et ce sont les chavistes qui sont autour du pouvoir et qui sont mécontents de la façon dont Maduro a géré les choses, qui l'ont vendu. Et comme il y avait une rançon de 50 millions de dollars, qui est probablement le double ou le triple, qu'on en aura probablement distribué 100 millions de dollars ou 150 millions de dollars, à mon avis, ce que je pense le plus probable, c'est que c'est l'armée qui a investi le palais, qui a zigouillé la garde prétorienne de Maduro, qui n'étaient pas des Vénézuéliens, mais des Cubains. C'est quand même énorme quand le président de la République est protégé par des Cubains et par les gens de son propre peuple. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système. Et qui ensuite, une fois qu'ils l'ont saucissonné, ils ont appelé le patron du porte-avions en leur disant envoyez les Chinook, envoyez les hélicoptères, on vous le livre. Et les types sont passés sous une nuit de pleine lune pour pouvoir faire des belles photos, en étant persuadés qu'ils n'allaient pas se faire descendre, parce que comme ils savaient qu'il y avait 5000 possibilités de tir, c'est évident qu'ils n'auraient jamais monté une opération comme ça s'il n'y avait pas eu un arrangement préalable. Enfin, il est totalement impossible qu'il n'y ait pas eu un seul tir contre un hélico ni quoi que ce soit dans les circonstances actuelles. Donc, ce qui est le plus probable, c'est qu'il ait été vendu comme le Parlement de Carthage a vendu Hannibal à l'époque. Hannibal n'a pas été battu militairement, il a été vendu par le Parlement de Carthage. Alors, chers auditeurs, vous écoutez François Martin. Voilà ce que je pense qu'il s'est passé. Qu'on écouterait toute la journée, mais qu'il faut de temps en temps interrompre, notamment quand on reçoit des messages, et notamment des messages où je me fais engueuler, ou presque. Allons. Bon, c'est vrai que c'est très délicat, je fais des éditos pour essayer d'amuser un petit peu les gens, mais parfois je les amuse avec des choses qui sont tragiques, et c'est ce que me dit donc cette auditrice. Il ne faut pas édulcorer la réalité, les sanctions prises par la
la grosse commission, sans jugement, sans contradictoire. Faut pas que je rie, sinon je vais encore me faire gronder. Sans jugement, sans contradictoire, arbitrairement, comme dans toute tyrannie, non seulement bloque tous les avoirs des personnes, les prive de toute possibilité de sortir de l'espace Schengen où n'importe quel envahisseur illégal peut circuler après y être entré avec la bénédiction de l'UE, et menace des mêmes châtiments toute personne qui apporterait son aide aux dissidents. C'est pire que le bannissement médiéval, c'est un goulag sans barbelé, c'est la preuve que les droits de l'homme sont une farce politique et l'état de droit, le masque de la tyrannie pseudo-judiciaire. Comme dans toute tyrannie, ni Beau ni Moreau ne sont des espions, ce sont des analystes géostratégiques qui s'appuient sur des renseignements ouverts, qu'il suffit de savoir lire et d'avoir 3 neurones pour comprendre. Leur seul tort est de contredire la propagande Staffel. Alors, chers auditeurs ou auditrices, qui est un habitué de mes émissions et qui a la gentillesse de m'avoir suivi à 14h alors qu'avant c'était le soir, je suis désolée si j'ai l'habitude de prendre un ton léger dans l'édito. Alors, vous avez raison, peut-être que je ne devrais pas, dans l'édito, aborder des choses qui sont très graves, évidemment. Vous avez parfaitement raison. Vous avez dit la vérité. Je ne vais pas la redire au micro. Et nous sommes tout à fait persuadés. Mon invité et moi-même, lui connaît d'ailleurs les deux personnages, aussi bien Jacques Beau que Xavier Moreau. Et moi-même, j'ai correspondu avec Xavier Moreau pour l'inviter dans une émission. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Je ne suis pas certain que, pour prendre votre défense, cher ami, que Xavier et Jacques ne soient pas contents d'une certaine façon, qu'on prenne un peu le ton léger, qu'on ne prenne pas les choses au tragique, dans la mesure où ça dépeint plutôt, cette ironie dépeint plutôt le ridicule de ceux qui essayent de les bloquer sans y arriver d'ailleurs, et ça montre surtout la déliquescence de ce pouvoir européen actuel, voilà, qui essaie d'empêcher la liberté d'expression la plus simple. Ce que j'ai quand même dit, peut-être légèrement, mais je l'ai dit, c'est que cela supposerait qu'on soit en guerre d'agir ainsi. C'est-à-dire, bien sûr. On enferme un espion, on enferme quelqu'un qui a trahi avec l'ennemi, mais là, nous ne sommes pas en guerre, bien qu'on nous répète ça à longueur de journée. Merci. Bien sûr. Alors, le deuxième message, bonjour à tous, meilleurs vœux pour l'émission et son animatrice de choc. Voilà. Moi. J'aime les propos de votre invité qui me semblent plus mesurés que les cercles qui l'invitent à s'exprimer, d'habitude. Pour l'anecdote, il y a eu 2 présidents corses au Venezuela originaires du Cap au nord de Bastia. Ça alors. Jaime Lucinchi, né le 27 mai 1924 et mort le 21 mai 2014 à Caracas, médecin et homme d'État. Il me semble que j'avais entendu parler de ça justement par un Italien qui était allé là-bas. Médecin et homme d'État vénézuélien, député et sénateur, il est président de la République de 1984 à 89. C'est cette période-là dont je me souviens. Je ne me souvenais pas du nom du président. Et il me semblait que ce pays attirait beaucoup. C'est à cette époque que j'y étais, oui. Alors, Paul Léoni, encore un Léoni, extraordinaire, né le 21 avril 1905 à El Manteco, dans l'état de Bolivar, est mort le 5 juillet 72 à New York, avocat et homme d'État vénézuélien du XXe siècle. Rien de tel en France depuis Napoléon, avouez-le, bien courtoisement. Merci beaucoup pour vos messages qui reviennent. Je suis contente parce que j'ai donc changé d'horaire, et ça c'est dramatique de passer de 18h à 14h. Vous perdez évidemment les 3/4 des gens qui vous écoutent, et donc je suis contente. Ça revient doucement, voilà. Je suis très contente, merci beaucoup aux auditeurs. Alors, Trump a bien déclaré que le pétrole est son principal but, puisque si la présidente par intérim est gentille avec les pétroliers américains, elle restera en place, sinon non. Vous avez entendu ça, vous ? Oui, j'ai entendu, mais je pense que c'est du bluff de la part de Trump. J'ai expliqué que en fait, le pétrole vénézuélien n'est pas du tout aussi intéressant que ce que dit Trump. Je pense que le problème, c'est pas le pétrole, contrairement à ce qu'on dit, c'est une certaine forme de primauté de l'Amérique sur son arrière-cour occidental. C'est ça le problème. Et si vous remarquez, il a fait à la date anniversaire de celle de l'enlèvement de Noriega à l'époque. Ah oui. En 89, c'est le même jour. Et ça, c'est un message envoyé au gouvernement sud-américain et aux Chinois en disant « America is back ». Et en fait, c'est présenté aujourd'hui, je pense que c'est essentiellement une opération médiatique, parce qu'il n'a rien changé au gouvernement et il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas les moyens d'envahir le Venezuela. Donc si les Chinois lui avaient dit... Attendez. Si les Chinois lui avaient dit nous, on va défendre ce régime bec et ongles et les Russes, etc., allez-y donc.
il y aurait eu un bain de sang, et à mon avis, je pense que Trump aurait calé. Et je pense que si les Chinois ont laissé passer l'opération, à supposer qu'ils aient été pris de court, ce qui semble quand même bizarre parce qu'ils sont certainement très bien informés de ce qui se passe à l'intérieur, et les Russes aussi, c'est quelque part le fait que Maduro reste là, ça embêtait tout le monde. Ça embête les Américains parce qu'ils s'étaient alignés sur une position très pro-cubaine, c'est-à-dire très anti-américaine. Il embêtait les chavistes qui l'empêchaient un peu de s'enrichir comme il le souhaite, comme j'ai expliqué, parce que quelque part, il a essayé d'en chasser quelques-uns pour distribuer les affaires à ses copains. Donc, disons, entre les chavistes et les maduristes, ça ne se passait pas très bien. Vis-à-vis de la population, il avait beaucoup moins, semble-t-il, d'aura et d'image que Chavez, qui est véritablement le grand homme de l'époque. Donc, en fait, le fait que les Américains aient dit, écoutez, on fait battre 20 on vous distribue 100 millions de dollars, vous les répartissez comme vous voulez. On vous sort cet imbécile du truc et nous, on s'en occupe, on le juge. On ne change rien à votre système, vous vous débrouillez et après, on discute. Je ne suis pas sûr que ça n'ait pas arrangé tout le monde, y compris les Chinois. Même si les Chinois ont eu l'air de perdre la face dans cette affaire, puisqu'on sait que juste avant de se faire rapter, il avait reçu une délégation chinoise la veille dans l'après-midi. Donc les Chinois passent pour des crétins dans cette affaire et ils n'aiment pas ça. Mais quelque part, je pense que Chavez a roulé aussi les Chinois dans la mesure où il a laissé pourrir tout l'instrument, comme j'ai expliqué, l'instrument pétrolier, que les Chinois avaient dépensé des milliards pour mettre en place. Donc, quelque part, mis à part le côté, disons, horrible du fait de ne pas respecter les lois internationales, etc., je ne suis pas sûr que le fait de s'être débarrassé de Maduro, ça n'ait pas rendu service à tout le monde. Alors, cet auditeur poursuit, et je crois comprendre en fait la raison de son animosité. Il a tout à fait le droit, bien entendu. Il n'aime pas du tout Trump. Alors je lis la suite, il a dû être offusqué par les vœux de Trump. Mais qui n'aime pas Trump ? Cet auditeur. Ah oui. Il a dû être offusqué par mon introduction à cette... Oui. Alors, j'en suis désolé, parce que c'est un fidèle auditeur. Je suis désolé que nous ayons un point de divergence. Mais bon, ce n'est pas peut-être si grave que ça. Alors, il écrit donc « L'agent immobilier sans scrupules que les mal comprenants prennent pour un allié des droites européennes est surtout embourbé dans l'affaire Epstein et agite tous les miroirs pour un électorat qui ne comprend pas que l'hyperpuissance est déjà déclassée pour ne pas perdre les élections de novembre prochain qui le rend au mieux impuissant. » Voilà. Donc on n'y est plus du tout dans ce schéma-là. Bon. On n'y est plus du tout parce que justement l'opération, la Rocky 10 ou Rocky 15 où le gentil boxeur américain frappe le méchant marxiste vénézuélien et l'envoie au chaos au 3e round, ça plaît tellement à l'Américain moyen que, semble-t-il, les analystes disent aujourd'hui qu'il vient de gagner ses élections de mi-mandat avec le cinéma qui vient de leur envoyer avec cette histoire. Voilà. Alors, ça continue, donc le message continue. Donc, c'est gentil de répondre directement. Oui, je n'en ai pas la capacité. Parce que moi, c'est ce que je pensais aussi. Mais quand j'ai vu l'opération et que j'en ai parlé avec les gens qui connaissent... Oui, parce que vous n'êtes pas toujours indulgent avec Trump, si j'ai bonne mémoire. Moi, j'essaye de voir le bon et le mauvais. Il n'y a pas que du mauvais, mais il n'y a pas que du bon. Alors, il continue. Les Russes et les Chinois l'ont ménagé jusque-là. Reste à savoir si cela va continuer ou s'ils vont l'enfoncer dans le marécage du Deep State. Bon, il n'est plus tellement dedans, mais enfin... Qui ça Trump. Trump, bien sûr. C'est toujours le même message du même auditeur. Oui. L'enlèvement des Maduro a été fait dans la plus grande violence après un débarquement d'une prétendue mission de négociation, en fait une unité Delta. Alors quand même, il est d'accord sur un point avec vous. Effectivement, ce sont les chavistes qui semblent reprendre le pouvoir sur fond de corruption généralisée par la CIA. Bon, il n'y a pas besoin de la CIA, si ? Je pense que c'est son rôle, mais ça sert aussi Trump d'une certaine façon parce que ça permet il faut bien voir que Trump est en train encore aujourd'hui d'essayer de mettre la main sur son appareil interne, ce qui n'est pas facile. Oui. Et ceux qui sont les plus difficiles à mettre sous le boisseau, parce que ce sont là où le Deep State est le plus fort, c'est précisément la CIA. Donc lui, ça lui a permis à la fois de mettre en avant le Pentagone
en disant voilà l'opération des braves soldats américains extraordinaires, etc., sans effusion de sang, etc. Mais en même temps, peut-être de valoriser la CIA en disant vous avez bien fait votre boulot, vous avez préparé les choses comme il fallait, etc. etc. Voilà. Oh, mais j'en reviens pas, les messages recommencent à affluer. Peut-être que le sujet aussi, qui est un peu clivant, excite les esprits. Alors, j'ai un autre message qui n'est pas tout à fait de la même tendance. Bonjour, scénario de disparition de Maduro, comme une répétition pour une possible de Zelensky. Pour l'interrogation, si les Chinois n'achètent plus de pétrole au Venezuela, ils devraient l'acheter à l'Iran et à la Russie, non ? Cela ne devrait pas menacer l'existence des BRICS pour l'instant. Voilà ce que dit cet auditeur. Je pense que c'est absolument pas l'intérêt des Russes d'éliminer Zelensky ou même de le rapter. Je pense que s'ils avaient voulu le tuer, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas et ce qu'il faut comprendre, c'est que Zelensky, quelque part, est un des meilleurs soutiens de Poutine, contrairement à ce qu'on peut penser. Pour une raison que les gens vont comprendre tout de suite, c'est que Poutine fait une guerre qui est à la fois une guerre de dévitalisation, c'est-à-dire lente, où il aspire toutes les forces occidentales, l'argent, etc. Vous dites. Mais, c'est effrayant. Mais des gens qui meurent attendez, tous les jours, cher ami. Catherine, je vais juste finir la phrase. Ce que je pense, moi, c'est que Poutine a besoin de temps pour faire sa conquête, surtout s'il décide d'aller jusqu'à Odessa. Et le fait d'avoir en face de lui un président ukrainien qui est tellement inflexible, qui refuse toute forme de négociation, ça arrange Poutine s'il veut gagner du temps. Mais donc vous avez changé d'avis, parce qu'il y a quelque temps, vous disiez de toute façon la Russie va gagner et va gagner vite. Donc, mais elle va gagner, j'ai jamais dit qu'elle allait gagner vite. J'ai jamais dit ça. J'ai toujours pensé qu'elle allait prendre tout son temps pour gagner, et c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et je pense que Poutine l'avait dès le début, parce que Zelensky avait eu l'occasion de poser la question au premier ministre israélien de l'époque qui s'appelait Naftali Bennett en lui disant « Est-ce que vous pouvez demander aux Russes s'ils ont l'intention de m'éliminer ?» Et Poutine a dit à Naftali Bennett « Vous pouvez dire à Zelensky que non, nous n'avons pas l'intention de l'éliminer. » C'est un peu dommage pour son peuple quand même. Pour son peuple, oui, mais en fait, il rend service à Poutine d'une certaine façon, et encore plus, imaginez aujourd'hui que Zelensky aille à Canossa demain matin en disant « je reconnais, j'ai perdu », etc. Ce qu'il ne fera pas, parce qu'on vient de lui promettre 90 milliards de dollars sur lesquels il va piquer... Ah oui, ce serait bon pour nos finances il va piquer 10 ou 15 milliards de dollars dessus. Mais imaginez qu'il fasse ça. À ce moment-là, Poutine est obligé d'arrêter sa conquête et de négocier les conditions de la paix. Or, tant que Zelensky continue à dire non, 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 en fait, il est en train de donner à Poutine les arguments dont Poutine a besoin s'il veut aller jusqu'à Odessa, et je pense que c'est ce qu'il va faire. Oh, mais c'est épouvantable tout ce que vous nous dites là. Bon, alors il y a une autre question. Et si M. Maduro avait négocié sa reddition ? Si Maduro avait négocié sa reddition, il serait parti. Trump aurait dit on est des grands hommes, etc. Et en fait, l'entourage de Maduro n'aurait pas reçu les 100 millions de dollars. Ça aurait été quand même dommage pour eux. Alors, je pense qu'ils l'ont plutôt poussé à ne pas faire sa reddition pour pouvoir se faire enlever, pour pouvoir toucher la grosse galette au moment de los Reyes, comme on dit en Espagne. Parce qu'en Espagne, on ne donne pas les cadeaux à Noël, on donne les cadeaux au moment des rois, los Reyes. Donc, je ne sais pas comment c'est au Venezuela, mais si c'est également los Reyes, je pense que l'entourage de Maduro a gagné de quoi s'acheter beaucoup de galettes des rois. C'est vrai, car nous sommes à l'épiphanie. J'avais oublié, mais j'en parlerai demain de l'épiphanie, puisque j'ai la même émission demain à 14h, enfin la suite. Voilà. Alors, l'heure tourne, cher ami. Oui, parce qu'il faudra parler aussi des conséquences après de ça. Non, attendez. Moi, étant donné que dans 10 minutes, nous aurons mon second invité, je voudrais parler de l'Afrique. Et je voudrais que vous nous disiez ce que j'ai entendu que vous disiez sur un autre, pour un autre organisme, sur le mystère Kagame. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Parce que ça nous concerne, nous, directement, les Français. Oui, ça nous concerne, nous. Kagame est tout sauf un mystère. Kagame, c'est l'homme des Américains. Les Américains ont toujours eu un rêve en tête, c'est de bouter les Français hors de l'Afrique centrale. Et pour ça, il faut mettre la grosse main américaine sur le Zaïre. C'est ce qu'ils ont voulu faire depuis les années 60.
puisque la CIA était partie prenante de l'assassinat de Patrice Lumumba à l'époque, et c'est ceux qui ont mis Mobutu en place à l'époque. Et c'est eux qui lui ont permis d'éliminer tous ses opposants, etc., et puis de prendre la place. Sauf qu'après, Mobutu, au lieu de faire une politique pro-américaine, a plutôt fait sa propre politique et s'est plutôt rapproché les Français. Donc, à un moment donné, ils ont trouvé une solution dans cet esprit-là, c'est de se rapprocher d'un jeune révolutionnaire qui s'appelait Kagame, de le former lorsqu'il était en Ouganda, et ils ont passé un accord avec lui qui consiste à dire, nous, on te donne le Rwanda, et toi, ensuite, tu nous donnes le Zaïre. C'est-à-dire que l'opération Rwanda n'est pas une opération Rwanda, contrairement à ce qu'on a entendu, etc. C'est une double opération Rwanda-Zaïre, qui sont collées l'une à l'autre. C'est-à-dire que quand Kagame prend le pouvoir au Rwanda, il pousse avec son armée 2 millions de Hutus terrorisés qui rentrent au Zaïre, que Mobutu laisse rentrer au Zaïre, il les poursuit et il attaque le Zaïre et il fait tomber le Zaïre en l'espace de 3 mois. Et moi, à ce moment-là, j'étais au Zaïre, puisque j'étais à Kinshasa le jour de la chute de la ville de Kisangani, qui a été le début de la conquête du Zaïre par les Américains. Et ensuite, donc, ce sont les Zaïrois, ce sont les Rwandais qui ont pillé l'État et tout ce qu'il y avait, qui ont mis au pouvoir un espèce de révolutionnaire professionnel qui s'appelait Laurent Désiré Kabila. Oui. Laurent Désiré Kabila. À un moment donné, Kabila en a eu marre, il les a chassés. Il s'est appuyé à ce moment-là sur les Angolais qui avaient une armée surentraînée, etc., pour chasser les troupes rwandaises. Il a été ensuite assassiné. C'est son fils, Joseph Kabila, qui a pris le pouvoir au début des années 2000. Je ne me souviens plus la date exacte. Et les Européens, les Occidentaux, ont fait toute une série de traités de paix, le traité de Lusaka, le traité de Gbadolite. Il y a eu 3 ou 4 traités comme ça qui ont entériné la partition non officielle du Zaïre, où on a laissé la propriété politique du Zaïre aux Zaïrois, et on leur a piqué toute la région des Grands Lacs où il y avait les mines, et ce sont, pendant 25 ans jusqu'à encore aujourd'hui, ce sont les troupes protégées par les Rwandais, avec les mafieux qui ont exploité les gamins, etc., qui ont fait les mines. Et c'est depuis 25 ans le Rwanda qui vend des métaux rares dont il ne possède aucune mine sur son propre territoire. C'est-à-dire que la terre entière achète les terres rares aux Rwandais, alors qu'on sait que le Rwanda les vole au pays d'à côté. C'est et donc, ça, la vérité. On ne dit rien, on n'intervient pas, non ? Personne n'est intervenu. Pourquoi revient Kagame aujourd'hui ? Pourquoi on reparle de lui ? Simplement parce que l'arrivée de Trump, tout ça, en fait, c'est essentiellement les démocrates qui ont monté ce sympathique système. Et Trump, d'abord, a besoin de terres rares, donc il voudrait passer un accord. Comme il n'a pas envie de traiter avec Kagame, qui est l'ami de ses ennemis démocrates, il voudrait pousser Tshisekedi, qui est le président du Zaïre, mais qui, à mon avis, manque pas mal de force de caractère pour exiger qu'on lui rende la propriété pleine et entière de ses mines, à passer un accord, je dirais, un accord de paix entre Kagame et Tshisekedi pour dire, bon, on s'arrête et on vend les mines ensemble. C'est comme si, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on était arrivé dans un camp de concentration qui exploitait des mines et qu'on avait dit aux gens qui sont détenus dans le camp, bah, écoutez, on va faire une société, la moitié ça va être vous, l'autre moitié ça va être les nazis qui vous
qui vous exploitent depuis le début de la guerre, et on va se répartir les profits du travail que vous faites. C'est à peu près de cet Vous nous ouvrez acabit-là. des horizons terrifiants, mon cher Non, mais ami. c'est ça un peu ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça, pour répondre à votre question, que Kagame est au cœur de ce dispositif. Alors que il faudrait aller chercher Kagame et tous les sponsors américains et autres, israéliens, qui sont derrière cette opération et qui exploitent. Je rappelle qu'il y a 10 millions de morts dans cette affaire. Mais oui, je plus me souviens très bien de cette atroce etc. histoire. C'est atroce. Donc, ça nécessiterait quand même un tribunal pénal international, ça. Une chose comme ça. Voilà. Voilà Kagame. Cher ami, nous avons donc, je le vois, nous avons mon second invité qui est en visio. Et je crois qu'il faut que je mette le casque pour vous entendre, mon cher Michel. Comment allez-vous? Merci d'être branché sur nous. Oui, bonjour Catherine. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien. Ah d'accord, très bien, ok, parfait. Avec le casque, sans le casque, un peu moins bien. Bonjour, cher monsieur. Donc, bonjour. Est-ce que vous nous avez Je peux vous poser une question? Attendez, est-ce que vous nous avez écouté d'abord? Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, oui. Est-ce qu'il y a encore un vitrail avec la figure de Charles de Foucault au sein de la cathédrale de Conakry? Est-ce qu'il y est toujours? Ça, c'est une question intéressante. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Mais par contre, je voudrais juste dire une chose sur ce que vous avez dit à propos de Kagame. des devises, des monnaies. Oui. En fait, il se trouve que la Guinée, donc, ce qu'on appelle la Guinée-Conakry, qui en fait s'appelle Guinée simplement, la Guinée, la monnaie de la Guinée est une monnaie très stable et je dirais même assez forte en fait, curieusement. Ça, ce qui déteint un peu avec d'autres pays. En fait, il semble que les affaires financières en Guinée sont tenues au gouvernement par des gens réellement compétents. Oui. Et donc, ça fait... La Guinée, c'est un pays un peu différent. Alors, je peux pas dire, je connais pas bien l'Afrique. Hein, je suis pas un expert. Mais j'ai bien compris que la Guinée, c'était un pays assez différent parce que, alors ça devrait, je sais pas si on peut comparer avec le Venezuela, mais ça devrait être le pays le plus riche d'Afrique. Bah oui, bien sûr, à cause du foutage jalon et de toutes les réserves qu'il y a là-bas, etc. Il y a des réserves absolument sidérantes. C'est quoi le foutage jalon? C'est la grande montagne en fait, qui est au cœur. C'est la région Peul de la Guinée. Donc on parle de Guinée-Conakry pour les auditeurs, que ce soit clair, parce que on parle de Guinée. Il y a tellement de Guinée qu'on a du mal à s'y retrouver. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de Guinée d'ailleurs? C'est une bonne question, mais bon, on va peut-être pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Donc, cher Michel Segal, vous avez exercé votre talent de mathématicien en France, et puis ensuite à Hong Kong, et maintenant en Guinée. Alors, on s'est interrogé tout à l'heure pour savoir si c'est pas parce que à Hong Kong c'était tellement parfait que c'était fatigant, ou bien quel a été votre motif pour quitter ce paradis de l'enseignement que semblait être Hong Kong? Non, c'est vraiment les circonstances qui sont. C'est juste une question de circonstances. Il n'y avait pas une raison particulière. En revanche, comme je partais de Hong Kong, je voulais avoir une expérience en Afrique parce que je ne connaissais pas. Et ce qu'on m'a dit, et je confirme que c'est vrai, c'est qu'il faut avoir vécu en Afrique. Dans sa vie, il faut avoir vécu en Afrique. J'aime bien ce rire parce que c'est une expérience qui est absolument unique. Voilà, tout à fait. On est d'accord. Alors j'aime bien ce rire parce que Michel Segal danse et chante sur les réseaux sociaux et je pense que ça c'est l'Afrique, hein, non? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Alors sinon, pour dire un mot sur l'éducation. Alors, c'est des choses que j'ai déjà écrites pas mal de fois et que j'ai dit souvent, c'est que en fait, la réussite de Hong Kong dans l'éducation, et pareil pour Singapour, pour la Corée du Sud, etc., pour tous ces pays-là, là, du Sud-Est asiatique, c'est qu'en fait, ils appliquent exactement les règles que nous, en France, on appliquait il y a de ça 40 ou 50 ans, c'est ça. Et qui sont aujourd'hui interdites en France. C'est ça. C'est terrible, ça. C'est terrible. C'est quand même un truc extraordinaire. C'est pareil pour la musique, pour des tas de choses. C'est terrible.
pour Oui. des tas de choses, c'est vraiment c'est étonnant. Enfin, Mm. aujourd'hui, on n'a plus le droit de prôner le redoublement, on n'a plus le droit de donner du travail écrit aux élèves. C'est réellement interdit par les directives. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils forcent les redoublements, ils forcent le travail à l'école, le travail à la maison. Enfin, vous voyez, c'est assez étonnant. C'est Oui, assez étonnant. Et puis, ils prônent ils mettent en valeur une sorte d'élitisme, mais c'est ça. qui en réalité a beaucoup plus de vertus d'égalité sociale que le non-élitisme, quoi. Bien Enfin, sûr, mais bien que sûr, l'égalitarisme qu'on dit bien toujours, quoi, sûr. dont on parle toujours. Et donc, ça a ruiné, ça a vraiment ruiné les possibilités d'égalité des chances, on va dire, en France. Mais je partage tout à fait votre avis. J'ai l'impression que globalement parlant, nous avions mis à une époque en premier la notion d'excellence et tous les pays qu'on appelait les pays en voie de développement, qui étaient eux-mêmes, je dirais, insérés dans un système tribaliste, ont eu beaucoup de difficultés pour sortir du tribalisme et considérer l'excellence comme étant le seul critère absolu autour duquel il fallait se utiliser. Bon, je ne vous prends pas comme Premier ministre parce que vous êtes Peul, mais parce que vous êtes le meilleur, tout simplement. Alors que nous, on a voulu retourner au tribalisme, c'est-à-dire les femmes, les LGBT, les Noirs, etc. Nous, on a retribalisé notre système et on a perdu cette pierre philosophale qui était l'excellence et on l'a abandonnée et c'est une des raisons du fait que ces pays progressent et que nous perdons du terrain, à mon Nous avis. Je ne sais pas ce que régressons, vous en on peut le pensez. dire. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'on a mis de l'idéologie, alors qu'en Voilà, fait, il ne devrait pas y avoir d'idéologie. Mais ça vient, ça, voilà. je tiens à le souligner aussi, ça vient juste de l'après-guerre. En fait, du plan Langevin-Vallon, Oui, on a laissé, entre guillemets, alors je ne sais pas précisément comment ça s'est passé, mais on a laissé un peu, on a délégué aux communistes les politiques d'éducation, et depuis, ça a pris une direction qui n'a pas changé, en fait. Oui, 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 On a oui. eu des gouvernements de droite et de gauche, ça n'a pas changé. C'est toujours l'égalitarisme, la notion d'éducation qui remplace l'instruction, et puis surtout que l'école devrait être un moteur d'apprentissage. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, mais comme on dit, du catéchisme citoyen, républicain, etc. Alors Oui, qu'en oui. fait, il ne devrait pas y avoir de questions politiques à l'école. voilà, mais Ça ne devrait pas avoir lieu. le but avoué, et encore par Madame Borde il n'y a pas longtemps, c'est que l'école doit faire des citoyens. Mais non, le service militaire peut-être à la rigueur, mais Oui, oui. Oui, oui. le but de l'école, c'est d'apprendre les mathématiques, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre, Alors, je ne sais etc. pas si vous êtes d'accord avec moi, mais l'école n'a jamais eu comme objet de faire autre chose que des citoyens. Par exemple, le but de la Troisième République, semble-t-il, c'était essentiellement, ils avaient, je ne sais pas si c'est vrai, mais bien que ma femme soit professeure, et j'en ai pas la certitude, mais que l'un des objectifs de la Troisième République et de ce qu'on appelait les hussards de la République, c'était de donner aux citoyens moyens la capacité à être un bon soldat dont on avait besoin suite à la défaite de 1870. Et donc le but a toujours été de faire un bon citoyen. Mais le problème, c'est quel citoyen? Si ça doit être un citoyen féministe, LGBT, etc., etc., c'est la conception du citoyen qui pose problème. C'est pas le fait que l'éducation nationale, à mon avis, a naturellement envie de faire des bons citoyens. Ça, c'est indéniable. Enfin, c'est pas son On but, peut pas c'est pas éviter son ça. but. Non, c'est pas son but. C'est pas Non, son non, but. absolument Elle est pas. nationale, Surtout, elle est nationale. Absolument pas. C'est pas son Je but. pense. Mais Non. le problème, c'est la volonté d'inculquer des valeurs morales. Moi, je conteste ça absolument. C'est-à-dire que au moment de la Troisième République, peut-être il y avait une nécessité de cimenter un peu plus le sentiment national. Voilà, C'est possible, voilà. mais c'est pas une valeur morale. Oui, enfin, Il c'est ne pas. s'agit pas de. Oui, mais Oui. le problème, Ou est-ce que alors c'est pas la morale doit qu'aujourd'hui, se contenter au simple fait de respecter son voisin. Enfin, Non, je veux mais dire, attendez. est-ce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on Attendez. on est plus nationaliste? Est-ce que c'est pas ça le Non, problème? mais attendez, Oui. moi j'ai souvenir, étant quand même d'une génération assez ancienne, j'ai souvenir d'une école où on mettait une phrase de morale au tableau, genre aide une vieille dame à traverser la rue, par exemple, ou bien ne pas, etc. Voilà, non.
Bon, bah ça, c'est de la morale quotidienne, c'est pas être un citoyen, c'est être Je un suis humain, d'accord, tout oui. simplement un humain. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, moi-même, je me souviens des leçons de morale, mais la morale, c'était pas Mais l'antiracisme c'est ça, voilà. ou l'acceptation de l'autre, etc. C'était pas des valeurs comme ça, Non, parce c'était que simplement c'était évident qu'on n'était pas raciste, qu'on était absolument. gentil et qu'on était Oui, oui, gentil avec oui, oui. l'aveugle pour l'aider à traverser et qu'on était, etc. Voilà. Oui, oui, On tout est à fait. sorti. Je pense que, enfin, Michel, vous avez tout à fait raison. C'est l'idéologie. Et certes, les C'est citoyens de la l'idéologie, Troisième oui, oui. République n'avaient pas la même idéologie que ceux d'aujourd'hui. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, il y Alors, a un ministre de l'Éducation récemment, là, je pense que c'est pas Pendiaï, mais je suis pas sûr, qui avait dit, mais la priorité aujourd'hui, c'est l'éducation sexuelle. oui, Il avait oui, dit Voilà, c'est ça. ça, exactement. Sidérant, ouais. c'est sidérant. C'est Comme sidérant. si c'était une priorité, alors que il y a les enfants en sixième savent à peine lire ou très Mm. mal. Et lui, il disait, la priorité, c'est autre Mais Et chose. puis, ça les Elisabeth obsède, ça. et puis, pour Mm. ce qui est de l'éducation Et sexuelle, ils se débrouillent Elisabeth très bien Borne, tout seuls. Ils n'ont pas besoin mais oui, qu'on et leur Elisabeth apprenne. Borne qui a dit quand même que en maternelle, on devait quand même se poser la question de l'orientation professionnelle. Oui, C'est-à-dire, oui. c'est des gens qui n'ont aucun sens de la réalité, qui ont simplement le sens de leur idéologie. Il Oui, faut, oui, c'est vrai. voilà. Donc, Donc, voilà, je voulais dire, et donc pour finir sur l'éducation à Hong Kong, alors, moi, j'enseignais dans un lycée français, donc on était quand même avec le programme français, mais enfin, je constatais chez d'autres gens, chez les Hongkongais, qu'effectivement, eux, ils ont une éducation, mais qui est très stricte, qui est très exigeante et très stricte sur les programmes aussi. C'est-à-dire oui. qu'on travaille effectivement, alors il y a toujours des discussions sur les programmes d'histoire. Ah oui, Mm. d'ailleurs, notamment, enfin bon, là, je change un peu de sujet, mais c'est parce que on peut pas partir sur Hong Kong et sur la Chine, mais notamment, il y a une association il y a une association importante de professeurs, un syndicat de professeurs, qui avait fait une question pour un examen qui demandait en fait aux élèves, alors aux élèves des lycées, hein, l'équivalent de première au terminal, ce que l'occupation japonaise avait apporté de positif. Et ça a été un des déclencheurs de la répression des manifestations étudiantes. Ah, c'est Parce ça. que quand on sait l'occupation japonaise vraiment dans les années 30, alors je ne sais pas, peut-être François Martin pourra me corriger, dans les années 30, 35, 37 par là, l'occupation japonaise n'a fait que des horreurs, c'est des choses, Oui, oui, c'est vrai. les nazis sont battus là, c'est hallucinant. C'est Et ça. donc, il y avait une association il y a eu un syndicat de profs qui a mis cette question dans un examen, de savoir ce que l'occupation japonaise avait apporté de positif à la Chine. Donc évidemment, ça a été un scandale. Alors c'est quelque chose, évidemment, on n'en a pas entendu parler en Occident, on n'a pas parlé de ça, mais c'était quand même un élément important, quoi, Ah, oui. et qui resitue un petit peu la position des étudiants et Mm. des éducateurs à Hong Kong au milieu C'est les au professeurs moment des manifs français qui avaient fait ça? Bah, c'était un Non, petit non, non, peu. non, ce sont des professeurs hongkongais qui avaient Mm. posé ça dans le cadre L'histoire. de l'éducation hongkongaise, Ouais. C'est ça. d'histoire. Et Ouais. je dis pas que ça a déclenché l'intervention chinoise, mais enfin la volonté le mouvement de répression, mais quand même ça a participé. Quand même. Ça a été un élément. Les gens se sont dit mais où est-ce qu'on est arrivé là? Mais Bien sûr. on peut presque dire que la reconnaissance en France des bienfaits de la colonisation a provoqué les quasi-émeutes en Algérie. C'est un petit peu- Absolument, oui, oui, c'est assez. On peut établir un parallèle. Oui. Alors, vous avez donc écrit en 2008 Autopsie de l'école républicaine, Michel Ségal, et vous avez écrit aussi sur les violences scolaires en 2010. Alors moi, je me pose la question, et on va arriver bientôt à la question de l'Ukraine sur laquelle vous pourrez débattre tous les deux. Est-ce que les violences à l'international procèdent des mêmes mécanismes que la violence scolaire? Est-ce que les violences à l'international Oui, procèdent des mêmes mécanismes? est-ce que la Terre est une vaste cour d'école, finalement? Je pose la question. Non, non, je crois pas. La violence scolaire, alors la violence scolaire en plus en France pour moi, a vraiment des causes particulières au Mm. système éducatif français. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très particulier et notamment
les violences scolaires sont apparues enfin, de façon flagrante et de façon un peu inquiétante à partir du début des années 80. Et en fait, c'est lié à la gestion de la vie scolaire, à mon sens, hein, moi je vous dis mon sentiment. Donc la vie scolaire, ce qu'on appelle la vie scolaire, c'est ce qu'on appelait les surveillants, les CPE aujourd'hui, etc. C'est-à-dire c'est tout le système de surveillance, on peut dire, de l'école, de gestion de l'école, c'est le système de police de l'école. Alors évidemment, quand on dit ça, on se fait insulter parce que non, il ne doit pas y avoir de police à l'école. Or, comme dans tout groupe d'individus, il faut des lois, il faut des règlements, et puis il faut les appliquer. C'est aussi simple que ça. Et il y a un moment donné, au début des années 80, ça a pris un tournant où le système de vie scolaire est devenu un système, si tu veux, un peu éducatif. On l'a mis dans le côté pédagogique. Et à partir du moment où c'est parti dans le côté pédagogique, la violence n'a fait qu'augmenter. La violence n'a fait qu'augmenter parce que, en réalité, c'était, si tu veux, si un élève fait une bêtise, il faut savoir pourquoi. Oui, c'est ça. Si un élève tape dans une porte, il faut lui expliquer qu'il ne faut pas taper dans les portes. Et il faut lui donner les raisons. C'est ça. Il faut lui donner les raisons. C'est-à-dire que l'élève, tant qu'il n'a pas compris, alors il est excusé. Donc il faut le convaincre que c'est une mauvaise chose. Or, convaincre, c'est précisément le contraire que d'exercer l'autorité. Bien sûr, bien sûr. On exerce une autorité, on n'a pas besoin de convaincre. Bien sûr. Tu vois, c'est le c'est un petit peu comme la justice aujourd'hui, qui a disparu. Dans la justice aujourd'hui, qui a disparu parce que il a fallu tout expliquer et il faut tout justifier. Donc on ne peut plus maintenant mettre un élève dehors sans expliquer, sans faire des rapports. Donc en fait, on a perdu toute autorité. Toute l'autorité a été, mais elle a été sapée curieusement par l'autorité elle-même. C'est ça. C'est-à-dire c'est le ministère ou les rectorats ou ce qu'on veut, mais en tout cas c'est l'autorité de l'école qui a détruit sa propre autorité. Mais dans un système péterpanien, si on peut dire. On en est maintenant, je termine juste ça, on en est maintenant à dire, on fait des phénomènes, ce qu'on appelle de classe inversée. La classe inversée, alors c'est pratiquement les élèves qui font classe, sans le professeur. Et alors ce qui est drôle aussi, c'est qu'on assiste maintenant, enfin depuis quelques années déjà, alors les travaux de groupe en classe, c'est devenu quelque chose de très important. Et alors en fait, quand tu regardes comment les élèves sont placés, notamment par les formateurs, les élèves maintenant tournent le dos au professeur. Ah oui, c'est intéressant ça. Ah oui, dans les classes maintenant, tu as des groupes d'élèves et donc le prof cherche son chemin en fait au milieu des groupes d'élèves qui lui tournent le dos. Bon, je le fais de façon un peu caricaturale, mais ça a beaucoup changé depuis. Ah oui, c'est certain. Nous, on avait un prof qui était sur l'estrade et on était tous face au prof. On va reprendre dans une minute. On écoute un petit bobino de la radio. D'accord. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Donc, oui, l'école a beaucoup changé. On refera peut-être une émission, Michel, sur la question de l'école, peut-être avec Anne Coffinier qui défend l'enseignement libre, justement, et qui est un enseignement libre qui est de moins en moins libre, en quelque sorte. Alors, dans les minutes qui nous restent et qui nous sont comptées, je voudrais qu'on aborde l'Ukraine parce que Michel Segal a écrit un livre sur les événements qui se sont produits entre novembre 2013 et septembre 2014, à peu près, je crois. Et quant à François Martin, il a écrit un livre sur l'Ukraine proprement dit, et un autre sur... L'Ukraine, un basculement du monde. Voilà, l'Ukraine, un basculement du monde. Et donc, vous êtes tous les deux intéressés par ce cas tout à fait exceptionnel qu'est l'Ukraine. Donc, qu'est-ce que, Michel, peut-être sur les événements de 2014, qu'est-ce que vous disiez à l'époque et qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez dit à l'époque par rapport à aujourd'hui? Alors, oui, les événements de 2014, enfin, oui, fin 2013-2014, on peut dire, c'est à peu près documenté. On peut dire que c'est un coup d'État qui a été fait par les Américains. On peut dire ça, mais je pense que c'est un coup d'État qui a été, au départ, provoqué par l'Union européenne.
Je pense que c'est l'Union européenne qui a vraiment mis l'Ukraine dans cet état, dans l'état où elle est actuellement. Je crois aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais regardé, alors là, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça fait, je crois, près de 40 ans qu'il est question de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Ça fait très, très longtemps. Les premiers accords préparatifs, je ne sais pas quoi, c'est très ancien. Et en fait, le jour où l'Ukraine rentre dans l'Union européenne va s'effondrer. Enfin, je pense que cette guerre en Ukraine, c'est la fin. Je pense que ça va aboutir à la fin de l'Union européenne. Mais en tout cas, je pense que l'Union européenne a voulu, dans les années en 2013, a voulu, comme on dit, énerver un peu l'ours russe, quoi. Elle a voulu le provoquer. En faisant quoi? En invitant l'Ukraine à donc signer encore de nouveaux accords préparatifs à son entrée dans l'Union européenne. Alors que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'Union européenne. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est le pays le plus corrompu du monde, ça on le sait, mais c'est aussi le pays d'Europe où le salaire moyen, jusqu'à récemment, c'était 200 euros. C'est un pays absolument dans un état économique absolument épouvantable parce qu'il y a une corruption qui est terrible. Oui, mais enfin, on ne le dit pas, ça. Hein. Donc, nous, si, nous le disons, mais on ne le dit pas. Et il y a en plus une délinquance, un grand banditisme qui est absolument dangereux. Alors maintenant qu'ils sont très armés, parce que maintenant il y a des armes partout, si jamais ils entraient dans l'Union européenne, j'imagine même pas le déferlement de violence. Non, mais enfin, vous savez, de toute façon, on a bien dit qu'on accueillerait la Turquie en 1963 et il n'y est toujours pas, donc... Ah oui, mais alors la Turquie, je pense qu'on aurait eu intérêt... Enfin, d'un point de vue économique, il y avait plus d'intérêt à accueillir la Turquie. C'est un autre sujet. Mon cher François, que pensez-vous de ça? Je pense que d'abord, le fait de vouloir européaniser l'Ukraine, en fait, est une idée très ancienne, pas non seulement européenne, mais également américaine. Je pense par exemple au grand échiquier de Brzezinski, où il dit que la base de la puissance, de la puissance américaine, c'est sa domination sur l'Europe, et qu'ensuite la base de la mondialisation de sa puissance, c'est le contrôle de l'Ukraine et de la Géorgie, de façon à pouvoir détruire la Russie par en dessous, et ensuite... par voie de conséquence, détruire la Chine. C'était ça l'idée d'où la Géorgie en 2008. De Brzezinski, bien sûr. Oui. Donc voilà. Et par ailleurs, sur l'idée que l'Ukraine rentrerait dans l'Europe, je pense que d'une part, l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'Europe parce qu'un certain nombre de pays européens, en particulier la Pologne, s'y opposeront à tout prix, puisqu'on va voir déferler à la fois l'agriculture à bas prix et les mafias. Et surtout, je pense qu'elle n'aura même pas le temps, parce que à partir du moment où, et je pense que ça va se faire relativement vite, un accord de paix sera fait entre les Américains et les Russes, à ce moment-là, la guerre d'Ukraine sera l'Afghanistan des Européens. C'est-à-dire, quand vous avez un pays qui perd une guerre, la guerre du pays d'à côté, même si elle n'y a pas envoyé ses propres soldats, parce que nous, on n'envoie pas les soldats, enfin, pas officiellement, c'est une telle déconvenue et une telle défaite politique, psychologique, morale, etc., que le régime explose. C'est l'Afghanistan qui a fait exploser le régime communiste, et ça sera la réconciliation américano-russe qui fera exploser le système européen. Voilà ce que je pense, moi. Donc je pense qu'on ne tiendra pas 2 ans. Et le premier pays qui foutra le camp de l'Europe, qui dira je m'en vais, ça sera l'Allemagne, qui a eu la prospérité avec les Russes et la ruine avec les Américains, et qui ira à Moscou en disant « donnez-moi du gaz ». Et quand Poutine dira oui, le lendemain, ils annonceront leur départ de la communauté européenne. Il n'y aura plus d'Europe. Je pense que c'est ça le schéma qui me semble le plus logique. Et ça va venir dans l'année ou dans les deux années qui viennent. Ça va être très rapide. Et on va tous être nationalistes, qu'on le veuille ou non, surtout ceux qui ne le veulent pas d'ailleurs, parce qu'il y aura chacun, ça sera chacun pour soi et le commerce pour tous. Voilà, c'est ça. Alors, chers amis, j'ai reçu... Vous parliez de Brzezinski, et c'est lui qui avait
mis l'Afghanistan dans les pattes de l'Union soviétique en disant, c'est lui qui avait dit à Carter, on va leur donner leur Vietnam. Voilà. Les Soviétiques vont avoir leur Vietnam. C'est Donc ça. ils ont noyauté le gouvernement afghan. Finalement, on sait comment ça s'est terminé, très mal. Et maintenant, ce qui est drôle, c'est que c'est les Russes qui donnent leur Afghanistan à l'Europe. Voilà. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que lorsque Victoria Nuland a décidé du premier gouvernement post-Maïdan dans cette célèbre conversation téléphonique où elle a dit « fuck the Europeans » avec l'ambassadeur, dont j'ai oublié le nom, l'ambassadeur des États-Unis de Kiev, elle a dit l'objectif politique de ce gouvernement, c'est de pousser les Russes au conflit armé, parce que l'idée c'était de vietnamiser la Russie une deuxième fois à l'intérieur de l'Ukraine, et c'est ce que la Russie s'est bien gardée de faire en prenant dès le début le contrôle du Donbass, qui est russe, mais pas du reste, et surtout pas des parties ouest, où elle risquait justement de se faire vietnamiser avec des populations hostiles. Donc voilà. Mais cette idée de vietnamisation, elle est présente. La Russie n'a aucune vue sur l'ouest du pays. Mais moi, je me souviens, donc en 2014, il y avait beaucoup de Russes qui voulaient une intervention. Et comme vous venez de le dire, la Russie a eu la sagesse de ne pas intervenir militairement et officiellement. Et j'ai vu, moi, des clips faits par le gouvernement pour convaincre la population de renoncer à cette idée. C'est des clips extraordinaires. Là. Ils ne sont pas faits directement par le gouvernement, mais par des blogueurs qui travaillent pour lui. Et donc, où ils expliquaient dans un clip vidéo pourquoi il ne fallait surtout pas intervenir, parce que sinon, ça allait mal se terminer pour la Russie. Attendez, donc, le gouvernement de qui, là ? On est où, là ? Le gouvernement de qui ? Le gouvernement russe a fait des vidéos de propagande anti-guerre, anti-intervention en Ukraine en début 2014. Parce qu'effectivement, c'est vrai que la répression, enfin, ce n'est pas début 2014, c'était l'opération antiterroriste lancée par Poroshenko, c'était en avril, je crois, ou en avril 2014. Ça a été une horreur. Ils ont bombardé les villages. Enfin, c'était une horreur. Et je me souviens de l'intervention de Hollande qui avait dit Kiev doit procéder avec retenue. C'est pour ça que quand on dit que... Bombarder les villages avec retenue. C'est pour ça que quand on dit l'Ukraine, c'est les Sudètes, moi j'ai écrit un article en disant l'Ukraine, c'est pas les Sudètes, c'est Cuba. Mais l'Ukraine, c'est les Sudètes. On se demande comment un conquérant le couteau entre les dents attend 8 ans, et même depuis 1999, depuis qu'il est au pouvoir, pour mettre la main sur l'Ukraine, c'est-à-dire 22 ans avant de mettre la main sur l'Ukraine. J'imagine pas Gengis Khan attendant 22 ans, ni Hitler, etc. Cette explication ne tient pas la route. Il a redit d'ailleurs, il a redit récemment que ce n'était absolument pas son but, mais il parle dans le désert, parce que l'Europe, de son côté, dit c'est son but, donc il y a un dialogue de sourds. Il ne parle pas dans le désert, le reste du monde n'est pas le désert, c'est nous qui sommes le désert. C'est vrai. Alors, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. J'ai reçu beaucoup de questions, je ne pourrai pas répondre à toutes maintenant, j'essaierai d'y répondre soit demain, soit plus tard. Celle qui s'adresse à vous, c'est celle-ci. Peut-être on a peut-être une minute pour terminer là-dessus. Pourriez-vous aborder la question du Groenland ? Écoutez, je pense que Trump est tout à fait dans sa logique, celle qui est exprimée dans le document de sécurité nationale que je pense que tout le monde devrait lire, d'autant qu'il y en a une très bonne traduction française et en plus qui fait qu'une 30aine de pages. Ça vaut vraiment la peine de s'offrir ce document parce qu'il est lisible par tous et il est extrêmement explicite. Et pour les Américains, le but, c'est de reconquérir la primauté, et on revient à l'affaire vénézuélienne, dans leur arrière-cour au nord et au sud, et que pour ça, il faut arriver en bombant le torse en Amérique latine. C'est ce qu'ils ont commencé à faire au Venezuela, et c'est ce qu'ils feront. Ils essayeront de faire dans les autres pays. Panama aussi, d'ailleurs. Et le Panama, etc. Et le Groenland et le Canada en font partie. Alors, comment ils le feront, ça, j'en sais rien. Mais est-ce qu'ils ne veulent pas acheter ?
le Groenland, plutôt que... Je pense pas que Au Danemark, je il ne veut vois pas. pas que le Danemark accepte Voilà. de vendre le Groenland Comme nous avons vendu de la cette Louisiane, façon, hélas, oui, oui. il y a si Enfin, ils en longtemps. prendront le contrôle d'une façon ou d'une autre. Oui, ça c'est Bon, possible. chers amis, je veux vous remercier, Michel Ségal et François Martin. Je veux vous remercier pour vos interventions. Nous recommencerons car j'ai donc 2 émissions par mois et l'une peut très bien être tournée vers l'international, tandis que la deuxième peut être tournée plus vers le national. Bref, nous recommencerons. Ce sera avec grand plaisir et je vous remercie infiniment et je donne rendez-vous aux auditeurs demain à 14h. Et merci à Claudia qui nous a guidés pendant cette émission.